Alors on a vu comment calculer l'intensité totale en un point M lorsque plusieurs ondes monochromatiques de même fréquence se rencontrent donc en un point M et se superposent. Alors, sauf que vous aurez bien compris, désormais le défi ça va être trouver l'expression des champs de chaque onde émis par différentes sources. Une fois qu'on saura calculer ce champ, eh bien, on pourra étudier n'importe quel problème d'optique ondulatoire. Alors, ce qui va être fondamental, ça va être qu'on va être capable d'exprimer le champ en un point en fonction du champ en un autre point. Du coup, pourquoi c'est intéressant d'exprimer le champ en deux points différents, en tout cas en un point en fonction d'un autre? C'est parce que dans les différents problèmes, eh bien, il y aura toujours des points de référence où on sera capable d'exprimer le champ. Donc prenons une situation la plus quelconque possible. Donc on a une source, donc un point source ici d'une onde monochromatique, et on a un milieu inhomogène, pour être très très général. Donc un milieu inhomogène, c'est un milieu dans lequel l'indice de réfraction ne va pas être constant et du coup va dépendre du point. Alors des exemples de milieux inhomogènes, vous en avez déjà tous vu. Par exemple, quand vous regardez juste au-dessus d'une bougie ou au-dessus d'une voiture qui est en plein soleil, eh bien, on voit l'image qui se déforme, qui danse un petit peu. Eh bien, ça, c'est parce que, à cause de la température différente et qui varie au cours du temps à cause de la dynamique des volutes, eh bien, on a un indice de réfraction qui dépend très très fortement du point. Et donc, du coup, l'onde qui va se propager, qui va passer par là, eh bien, va rencontrer des indices très différents et avec les lois de Descartes, eh bien, vont avoir leur direction de propagation qui va varier et donc l'image derrière va être fortement déformée. Donc prenons ce cas le plus général et donc ici par exemple on va avoir les rayons lumineux qui vont avoir des trajectoires qui peuvent être un petit peu bizarres, un petit peu courbées. Voilà. Et donc prenons un point M où on cherche le champ. Alors, pour l'instant il n'y a qu'une seule onde, parce que ce qui nous intéresse, c'est réussir à exprimer le champ en deux points différents. Donc on verra après ce qui se passe lorsqu'on met plusieurs ondes. Donc supposons qu'on cherche le champ en un point M et que on connaisse le champ en un point P plus proche de la source. Alors, le plus proche est très important. Ici, ce qui va être très important aussi, c'est le fait que M et P appartiennent au même rayon. Ça, c'est super important pour le raisonnement. Parce que imaginons que la source soit une source sonore et que la source émette l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, etc. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moment où au point M, on reçoit le son A, eh bien, au point P, on sera déjà à une lettre bien plus loin. Mais, surtout, si on reçoit la lettre A à un instant T au point M, on est sûr, puisqu'on est le long du même rayon, que la lettre A est passée par le point P avant. Et ce avant, on est capable de le quantifier, ça correspond en fait au temps de propagation nécessaire pour aller de P à M. Donc en fait, ce qui va être fondamental, ça va être d'écrire que le signal reçu en M à l'instant T, eh bien, en fait, ça correspond, alors on va préciser ce verbe correspondre, au signal passé par P dans le passé. Et là aussi, on va préciser ce passé. Donc mathématiquement, ça veut dire que le champ au point M, à l'instant T quelconque, eh bien, il va être égal, ça va être le champ qui est passé par P, mais à l'instant antérieur, donc avant,
Cet instant étant t auquel on enlève la durée de propagation entre P et M. Donc je vais appeler ça taux PM. Donc ça, c'est vraiment la formule fondamentale de l'optique ondulatoire. Alors, j'ai mis un signe égal, donc il faut quand même que je rajoute quelque chose, c'est le fait que, il se pourrait que l'onde ait été atténuée pour différentes raisons. Et du coup, on va multiplier le champ en M par un coefficient alpha PM qui est forcément plus petit que 1. Parce que l'onde, elle va s'ouvrir dans l'espace, elle va du coup perdre un petit peu d'intensité parce qu'elle va s'étaler sur une plus grande surface. Et puis aussi, peut-être qu'il y a un milieu qui est légèrement absorbant entre P et M. Donc pour ces deux raisons, l'intensité du signal en M va être un petit peu plus faible que l'intensité du signal en P. Voilà donc la formule fondamentale qui relie le champ en deux points différents. Alors, juste petite remarque, ici je fais l'hypothèse qu'il ne va pas y avoir de dispersion et donc il ne va pas y avoir de déformation du signal. Donc on reverra ça dans la partie électromagnétisme quand on s'intéressera plus précisément à la forme des signaux qu'on essaye d'envoyer pour communiquer. Alors, on aurait pu aussi, il faut essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux, faire le contraire. C'est, imaginons que j'ai un récepteur en M, donc si je connais le champ M, peut-être que j'aimerais connaître ou exprimer le champ en P. Eh bien en fait, ça va être le raisonnement inverse. Le champ qu'on mesure en P à l'instant T, c'est le champ qu'on mesurera en M. Donc je vais appeler ça bêta. À l'instant T plus le temps de propagation de P à M. Et du coup, cette fois-ci, bêta, lui, il va être supérieur à 1. Voilà, donc on peut voir dans les deux sens, avec un point qui est clairement après un autre point. Donc ici, c'est bien le point M qui est après le point P, puisque le point P est plus proche de la source. Donc ça, c'est très très général, ça marche avec l'alphabet et ça marche aussi avec des signaux sinusoïdaux. Et donc nous, comme on l'a déjà dit, on va se placer avec des signaux uniquement sinusoïdaux parce que n'importe quel signal peut se décomposer en signaux sinusoïdaux. Donc on va rajouter cela. Donc or, le signal en P à n'importe quel instant t, ça va s'écrire S0P, donc une certaine amplitude au niveau du point P, cosinus oméga t, donc ça va être sinusoïdal, plus phi p, donc la phase à l'origine au point P. Du coup, pareil, le champ en M, lui aussi va être sinusoïdal, potentiellement avec une autre amplitude et une autre phase. Donc l'autre phase, c'est logique puisqu'il va y avoir un retard en M par rapport à ce qui se passe en P. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les grandeurs complexes associées et on va écrire donc cette relation numéro 1 avec des signaux monochromatiques sinusoïdaux. Alors c'est parti. Donc l'équation 1 avec les grandeurs complexes associées, ça va donner que le champ en M à l'instant t va être égal au champ complexe en P à l'instant t moins tau Pm, avec ici un coefficient alpha Pm. Donc ça va être égal à alpha Pm fois donc, le champ complexe en P, mais à l'instant antérieur t moins tau. Donc ça va donner S0 bar P, donc avec S0 bar qui contient l'amplitude au niveau du point P, mais également la phase à l'origine au point P, exponentielle I oméga t moins tau PM. Bon, j'aurais pu rester en fait, j'aurais très bien pu rester en réel. Hein. En fait, on utilise les complexes pour faire le calcul de l'intensité. Bon,
C'est pas grave, par habitude, je me suis directement placé en complexe. C'est pas très grave. Du coup, je vais développer ma parenthèse. On en déduit que le champ au point M à l'instant t déduit du champ au point P. Eh bien, ça va être égal au coefficient d'atténuation fois S0 bar P exponentielle I oméga t moins oméga tau. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est constant. Donc, d'un point de vue des dimensions, je peux dire que c'est une phase. Alors du coup, comparons à ce qu'on avait au niveau du point M, ce qu'on avait écrit donc comme champ de manière générale. Donc le champ au point M, on avait dit que c'était une certaine amplitude exponentielle I oméga t. Donc ça, c'est le S0M cosinus oméga t plus phi m, avec le phi m qui est dans l'amplitude complexe. Du coup, je vais peut-être réécrire avec les phases qui sont là de manière explicite. Voilà. Et donc on en déduit eh bien, que l'amplitude du champ M, ça on s'y attendait, c'est égal à alpha Pm fois l'amplitude du champ P. Et on en déduit que la phase à l'origine au point M, eh bien ça va être égal à la phase au point P moins un terme. Voilà donc les formules absolument fondamentales. Et ce terme-là, c'est donc un terme de retard. Donc c'est logique, la phase au niveau du point M est en retard par rapport à la phase au niveau du point P, et ce retard, c'est la pulsation de l'onde multipliée par justement le temps de propagation entre P et M. Donc c'est vraiment une formule qui est ultra fondamentale pour la suite. Et du coup, cette formule, pour qu'elle soit très pratique à utiliser, on va un tout petit peu la transformer. En fait, ce qu'on aimerait, c'est l'exprimer en fonction de la longueur d'onde, donc de l'onde monochromatique, longueur d'onde dans le vide, parce que ça, c'est des choses qu'on connaît et qui sont dans les bases de données, on va dire. Et puis, il y a aussi l'indice de réfraction, qui va être quelque chose d'important et qu'on connaît en général pour les milieux. Donc voilà, j'aimerais traduire ça. Alors, du coup, on va partir de la définition de l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction en optique, pour des milieux transparents, eh bien, n c'est égal à c sur v. Donc on verra en électromagnétisme que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour l'instant, voilà, on garde cette définition de n. Du coup, si le milieu est inhomogène, eh bien, ça veut simplement dire que l'indice dépend de m, et donc la vitesse de l'onde dépend de m. Donc ça veut dire que la vitesse de l'onde en chaque point, eh bien, elle est donnée par une relation entre la vitesse dans le vide et donc l'indice de réfraction en ce point. Alors pourquoi ça m'intéresse ça? C'est parce que moi je cherche à exprimer le temps de propagation entre P et M, qui correspond au retard temporel. Du coup, ce temps va dépendre directement de la vitesse de l'onde le long du rayon. Et donc ici, on va utiliser le fait que la vitesse en norme, eh bien, c'est le long d'un chemin, le long d'un déplacement. La quantité, donc le déplacement en mètres, rapporté à l'intervalle de temps pendant lequel a été fait le déplacement. Voilà, donc ça c'est en norme, puisque en vectoriel c'est V égale D2OM sur dt. Mais là du coup on est le long du chemin, et du coup ds c'est un tout petit bout du chemin parcouru pendant dt par l'onde.
Donc ça va dépendre du point M, puisque selon l'indice, eh bien, le ds parcouru pendant dt va être plus ou moins grand. Parce que plus la vitesse est grande, plus le ds va être parcouru pendant un même intervalle de temps dt. Alors du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est le temps. Du coup, on va faire un truc qui peut vous paraître bizarre, mais je vous rappelle que physiquement, ici, cette dérivée, c'est un rapport entre ds et dt, c'est une division. Lorsque dt devient très très petit, donc cet intervalle de temps est très petit par rapport au temps caractéristique du problème. Donc puisque c'est une division, je peux faire passer dt de l'autre côté. Et donc on obtient l'intervalle de temps dt est égal à la longueur parcourue pendant dt divisé par la vitesse au point de parcours. Du coup, le temps de parcours, ça va être la somme de tous les intervalles de temps nécessaires pour parcourir la somme des petits chemins jusqu'à avoir fait P jusqu'à M. Donc autrement dit, ça va être une somme continue, c'est-à-dire une intégrale. Donc ça va être l'intégrale de P à M de dt, c'est-à-dire l'intégrale de P à M de ds sur la vitesse. Ici, je vais utiliser ce qu'on a démontré pour la vitesse. Donc taux, ça va être égal à l'intégrale de P à M de C ds sur N. Non, pardon, n'importe quoi, excusez-moi. Je change puisque c'est l'inverse de la vitesse, donc ça va être N sur C. Voilà. Et donc, je vais pouvoir maintenant, on a bientôt fini, écrire ce terme-là, oméga fois taux, ça va être égal à oméga sur C. Je peux sortir C de l'intégrale vu que c'est une constante, fois l'intégrale le long du rayon entre P et M de l'indice fois le déplacement. Alors je vais aller encore un tout petit peu plus loin. Vous vous souvenez sûrement, enfin en tout cas j'espère, qu'il y a une relation entre oméga, la vitesse de propagation, et la longueur d'onde. Alors on l'a utilisé en première année, et on le redémontrera en électromagnétisme. Donc oméga sur C, c'est K. C'est-à-dire c'est 2pi sur lambda. Du coup, ici, je peux remplacer oméga sur C par 2pi sur lambda. Alors, pas n'importe quel lambda, attention, c'est le lambda dans le vide. Parce que cette relation, elle n'est valable que dans le vide. Ici, c'est la vitesse dans le vide. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, parce que pourtant, on n'est pas dans le vide. Mais l'idée, c'est d'utiliser quelque chose que je connais dans le vide pour simplifier mon expression. Du coup, on en déduit que phi de m, ça va être égal. Donc la phase en m, ça va être égal à la phase en p avec le retard. 2pi sur lambda vide fois l'intégrale de n ds. Ça, c'est ce que je vais appeler le chemin optique de P à M. Voilà. Donc si je connais le chemin optique de P à M, je suis capable de déterminer le déphasage entre P et M, c'est-à-dire le signal en M. Et c'est ce qui nous intéresse, ce qui nous intéressait depuis le début. Alors du coup, précisons un petit peu ce qu'est ce chemin optique LPM. Donc le chemin optique LPM, donc, qui par définition, c'est le long du chemin, le long du rayon, la somme de n fois ds, en fait c'est quoi? Ça représente la distance que parcourrait
la lumière dans le vide. Alors on va le montrer. On va le montrer peut-être une fois qu'on aura simplifié un petit peu cette expression. Alors pour la simplifier, cette expression, parce que la propagation dans les milieux inhomogènes est assez compliquée, notamment pour ce qui est du chemin parcouru. Donc nous, à notre niveau, on aura toujours des milieux qui sont homogènes. Alors pour l'instant, je ne mets pas un x. Donc si la propagation se fait dans un milieu homogène, et bien du coup n devient une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Pardon, c'est pas un d grand S, excusez-moi, c'est l'habitude d'écrire autre chose. Voilà. Donc c'est un petit peu simplifié parce que ça a sorti n, mais surtout, dans un milieu homogène, eh bien, les trajectoires sont des lignes droites. Donc, si les trajectoires sont des lignes droites, ça veut dire que pour les deux P à M, c'est une ligne droite. Et donc la somme des ds, donc la somme des petits bouts d'une ligne droite, eh bien, ça va être la totalité du segment. Donc ça va être égal à l'indice du milieu fois la distance PM, parce que ça va en ligne droite. Donc du coup, nous, en pratique, dans les milieux homogènes, eh bien, le chemin optique, L, ça sera tout simplement l'indice multiplié par la distance entre les deux points. Alors du coup, démontrons que le chemin optique, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide. Eh bien, la distance parcourue, ici dans le milieu, c'est PM. Mais du coup, si l'onde allait à la vitesse c, donc si l'onde se déplaçait dans le vide et non pas à la vitesse v, et si du coup l'onde se propageait pendant le même temps, et bien du coup la distance parcourue, ça serait égal eh bien, à la vitesse multipliée par le temps de parcours. Et du coup ce temps de parcours tau pm, en vrai, eh bien, il s'exprime en fonction de la distance pm et de la vraie vitesse. Donc, si l'onde se propageait à la vitesse c pendant le temps tau pm, eh bien, il parcourrait la distance c fois le vrai temps pm sur v. Du coup, ça fait c sur v fois la distance pm, et c sur v, c'est l'indice. Voilà. Du coup, en réalité, PM a une certaine distance. Eh bien, donc l'onde met un certain temps pour aller de P à M. Et ce qu'on appelle le chemin optique, sa traduction, c'est pendant ce même temps, c'est la distance que parcourrait la lumière dans le vide. Et donc forcément, cette distance est plus grande, puisque dans le vide, c'est là que la lumière va le plus vite. Et ça, du coup, c'est cohérent, puisque N est normalement plus grand que 1. Voilà. Alors maintenant qu'on a donné cette définition, dernière chose importante avec le chemin optique, donc maintenant on est capable de l'exprimer dans un milieu homogène. Du coup, le déphasage au niveau d'un point, enfin entre un point M et un point P, eh bien ça va être moins 2pi sur lambda vide fois le chemin optique, et le chemin optique maintenant c'est n fois Pm. Et dernière chose, c'est s'il y a plusieurs milieux. Ça sera le cas dans nos exemples d'application. Donc je ne parle pas très bien, si plusieurs milieux homogènes. Donc je vais faire l'exemple avec 2 et après ça se généralise. Donc supposons qu'il y a un milieu 1, tac, un milieu 2 ici. La source est dans le milieu 1.
non, je ne vais pas prendre comme ça, pardon. Hop. Voilà, donc normalement, vous vous souvenez que si on a une déviation comme ici qui se rapproche de la normale, c'est que le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1. Donc chaque milieu est caractérisé par son indice de réfraction. Maintenant, si ici, j'imagine, j'ai le point P, ici, j'ai le point M. Donc l'onde fait ça. Du coup, eh bien, je vais pouvoir séparer le chemin optique. Donc LPM, c'est par définition l'intégrale de PAM de N fois ds. Donc ici ds, c'est un petit bout comme ça. Ou un petit bout ici. Du coup, je vais utiliser le fait que l'intégrale, donc en quelque sorte la relation de Schall pour les intégrales, je vais introduire ici le point H. Du coup, je vais dire que c'est égal à l'intégrale de P à H de NDS plus l'intégrale de H à M de NDS. Voilà. Du coup, dans chaque milieu N, il est constant. Donc entre P et H, N c'est N1, je peux le sortir de l'intégrale. Et du coup, la somme des ds entre P et H, donc la somme des petits bouts de chemin, eh bien c'est égal à PH. Même chose dans le deuxième milieu. Donc en fait, quand il y a plusieurs milieux, eh bien il suffit de décomposer le chemin optique entre les chemins optiques dans chacun des milieux et dire que le chemin optique total, c'est la somme des chemins optiques dans chaque milieu. Voilà, donc ce qu'il faut retenir absolument, c'est que le déphasage est égal à 2π sur lambda fois le chemin optique. Ça, c'est vraiment une formule qu'il faut absolument connaître. Et du coup, le chemin optique dans un milieu homogène, c'est tout simplement l'indice fois la distance de parcours. Donc ça, c'est vraiment l'outil numéro 1 pour déterminer le champ en un point en utilisant le champ en un autre point. Alors il y a également autre chose qu'on peut utiliser, c'est le théorème de Malus qu'on va admettre à notre niveau. Donc ici à nouveau on a une source, et ça c'est important. Là on va parler des rayons lumineux mais issus du même point source. Si ce n'est pas le même point source, alors la conclusion du théorème de Malus, la propriété, n'est pas vraie. Donc on a une source, à nouveau on a un milieu inhomogène. Donc à nouveau je vais considérer des ondes qui font un peu n'importe quoi pour comprendre le théorème de Malus. Et donc on va introduire ici la notion de front d'onde. Donc le front d'onde, je vous rappelle, front d'onde, ce sont l'ensemble de points donc l'ensemble de points de l'espace, on va dire ensemble continu de points de l'espace, tel que la phase de l'onde est la même. Par exemple, si vous avez un max en un point M, eh bien le front d'onde correspondant, ça va être l'ensemble des points où vous allez avoir un max. Donc par exemple, si c'est une vague, eh bien le front d'onde, ça va être l'ensemble des points continus où est le max de la vague. Même chose pour le min, même chose pour en fait n'importe quelle valeur de phase. Donc par exemple, lorsque vous avez une source sphérique dans un milieu homogène, eh bien les fronts d'onde vont être des cercles ou des sphères selon qu'on est à 2D ou à 3D. Donc ici, on a un milieu inhomogène, et bien ce que dit le théorème de Malus, c'est que quels que soient on va dire les chemins qu'ont dû suivre les rayons, l'histoire qu'ils ont vécue, eh bien, toujours, les fronts d'onde seront perpendiculaires aux rayons lumineux. Donc ça veut dire qu'ici, je peux dire que les fronts d'onde, comme ça, et puis après ça tourne un peu. Hop, voilà un front d'onde. Si j'en fais un autre là, en voilà un deuxième. En voilà un troisième. En voilà un quatrième. Donc ça, c'est le théorème de Malus qui me permet en fait de tracer
les fronts d'onde en fonction des rayons lumineux. Alors en quoi c'est intéressant pour nous, puisque je vous rappelle que l'idée c'est de décrire le champ en un point en connaissant le champ ailleurs. Eh bien en fait ça va nous permettre de sauter entre guillemets d'un rayon lumineux à un autre. Un peu comme dans un jeu vidéo, c'est comme une échelle. Parce que je vous rappelle que l'hypothèse de base de la démonstration précédente, c'est que P et M appartiennent au même rayon. Du coup, si vous avez une information sur le champ en un point d'un autre rayon, comment faire pour l'utiliser? Eh bien, c'est en utilisant malus. Parce que malus nous dit, par exemple, que la phase au niveau du point N eh bien, va être la même que la phase au niveau du point P. Donc la phase en N est égale à la phase en P. Et si en plus les amplitudes sont les mêmes, eh bien, ça veut dire que le signal, le champ en N, est le même que le champ en P. Du coup, c'est à une constante près. Je vais appeler gamma. Et ça, par contre, malus ne nous la donne pas. Ça va dépendre de... pardon, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça va dépendre du coup de ce qu'ont vécu, entre guillemets, chaque rayon selon les milieux qu'ils ont dû traverser. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour les ondes, c'est surtout la phase. Donc les phases sont les mêmes en P et en N, en M et en T. Mais par contre, en T et en N, c'est pas la même, en M et en P, c'est pas la même. Mais encore une fois, ça va nous permettre de changer de rayon pour utiliser des informations. Alors ce théorème de malus, il marche même si, eh bien, sur le chemin des rayons lumineux, vous avez des lentilles. Alors par exemple, on a une source ponctuelle ici, une lentille convergente. Donc on est capable de tracer l'évolution des rayons lumineux en utilisant les foyers. On ne va pas refaire ça, c'est le niveau première année. Mais en tout cas, ce que malus nous dit, c'est que si vous êtes capable de trouver l'image de S, ça veut dire donc que vous êtes capable de tracer l'ensemble des rayons lumineux à la sortie de la lentille, et donc vous êtes capable de déterminer eh bien, les surfaces d'onde de l'autre côté de la lentille. Et donc on voit qu'ici, en fait, la lentille, elle va, entre guillemets, changer le sens de la courbure des fronts d'onde. Mais voilà, on peut dire qu'en ce point-là, eh bien, on a la même phase qu'en ce point-là. Donc ça peut être très utile. Un autre exemple avec une lentille, supposons que, donc on est à nouveau une lentille convergente, mais ça marche aussi avec les divergentes. Là du coup je vais préciser un tout petit peu. Imaginons qu'on ait F ici, F' ici, donc c'est la petite révision de première année. Hop, on a le point source qui est là, pour changer un petit peu. Du coup, je trace le rayon qui passe par F', je trace le rayon qui passe par le centre. Normalement, ils sont bien parallèles. Voilà. Et du coup, avec malus, je peux dire que eh bien, les fronts d'onde sont d'abord sphériques avant la lentille, et après la lentille, eh bien, les fronts d'onde deviennent plans. Donc ici, là aussi, la lentille a changé la forme des fronts d'onde. Elle a transformé des fronts d'onde sphériques divergents en fronts d'onde plans. Alors pour finir cette vidéo, du coup, en pratique, comment faire? Eh bien, du coup, supposons qu'on ait deux rayons lumineux. Donc c'est un exemple un petit peu abstrait, mais on va voir en TD rapidement des exemples plus concrets. Donc supposons qu'on connaisse le champ au point P et on veut le champ au point M. Eh bien, la première chose à faire, c'est utiliser malus. Donc,
malus va ressembler à ça. Introduire le point N qui appartient au rayon sur lequel est M, mais également qui appartient au front d'onde de P. Donc du coup, avec malus, on peut dire que phi de N est égal à phi de P. Et d'après la propriété qu'on a démontrée tout à l'heure, eh bien, entre guillemets plus, eh bien le fait que la phase au point M, c'est la phase au point N moins 2pi sur lambda vide fois du coup la distance Nm fois l'indice de réfraction, c'est-à-dire le schéma optique. Du coup, si on connaît le champ au point P, eh bien en mettant tout ça ensemble, eh bien on en déduit que la phase au point M, c'est égal à la phase au point P moins 2pi sur lambda vide fois l'indice fois la distance Nm. Voilà, donc du coup vous avez la phase, donc vous avez quasiment le champ, il n'y a plus qu'à connaître l'amplitude au niveau du point M. Donc voilà comment faire pour utiliser en pratique les deux informations qu'on a montrées ici. Et donc en TD, on ne va pas arrêter d'utiliser ça.